Donc du coup, on va commencer à parler sommairement de la nutrition des plantes et pour pouvoir aborder après les engrais verts et la gestion des engrais verts et mieux comprendre un peu comment on les met pas comment, à quel moment on les détruit et pourquoi on fait des engrais verts. Donc du coup, ce qui fait la richesse d'un lieu, c'est les nutriments qui le constituent et ça, nous, on l'apporte en maraîchage avec les apports d'engrais. On peut compenser par des apports d'engrais pour apporter les nutriments nécessaires à la croissance de la plante. Ces nutriments, ils sont mineurs, mais indispensables à la photosynthèse. Donc la majorité de la plante est constituée de lumière et d'air. 98%, c'est de la lumière et de l'air, la plante, et que 2%, c'est de la terre. Les minéraux qui sont pris dans le sol, mais ces 2% sont des catalyseurs qui permettent de faire fonctionner la photosynthèse qui va produire les sucres nécessaires à la construction de la plante. Et donc nous, c'est ce qu'on veut quand on est maraîcher, c'est produire des sucres pour avoir du rendement, quoi, entre parenthèses. Donc du coup, ces nutriments, ils sont, ils sont facteurs limitants, en fait. Comme la plante prospecte avec ses racines dans un sol où les choses se déplacent lentement, comparé à l'air où l'air est inondé de lumière et contient du CO2 à gogo, donc c'est pas très difficile d'acquérir. C'est pour ça qu'on se rend compte qu'on peut être en manque de nutriments dans le sol. Donc ça, c'est important à avoir en tête. Un légume aussi a ce petit défaut, c'est que comme il s'est plié vachement à notre volonté, la plante d'origine, elle s'est laissée déformer, entre parenthèses, parce qu'on a amené à fructifier les organes de la plante. Donc si vous regardez un chou, en fait, c'est une espèce de grosse feuille qui fait un fruit, quoi. Et puis une carotte, c'est une espèce de grosse racine qui fait un fruit, la carotte, et ainsi de suite. Dans la vision de la domestication de la plante, en fait, les humains qui nous ont précédés ont réussi à amener certains organes à être des fruits, ce phénomène de fructification, pour plus nous nourrir. Et du coup, c'est au détriment de l'équilibre harmonieux de la plante. Et donc souvent, en fait, elles ont des racines d'exploitation qui sont faibles. Les légumes ont peu de racines. Comparé si vous arrachez une graminée ou une céréale, elle va aller exploiter très loin dans le sol. Elle va aller exploiter très loin dans le sol ses nutriments. Donc elle va nécessiter des sols moins fertiles que le jardin, parce que le légume, lui, en fait, comme il aura un système racinaire plutôt petit, en fait, il va falloir qu'il ait à sa disposition des nutriments en conséquence pour favoriser cette photosynthèse et produire du sucre. Donc la nutrition des plantes, elle passe par un sol fertile. Et ce sol, il va être fertile surtout par la qualité de l'humus qu'il contient et pas forcément par l'apport d'engrais qu'on y amène. L'apport d'engrais sera juste un complément nutritif à un moment donné de la vie du jardin. Pour pouvoir compenser ce manque d'humus, ce manque de fertilité, on va apporter de l'engrais qui a un effet quasi immédiat. Il va se dissoudre facilement dans le sol et apporter des nutriments. Mais ce n'est pas une solution à long terme parce que ça peut déséquilibrer les équilibres minéraux dans le sol et engendrer des maladies, que ça a un coût et que c'est un intrant qui peut venir de très loin. Et nous, en bio, en fait, notre source d'azote dans les engrais, c'est essentiellement des déchets de la boucherie. Et du coup, les bêtes, ce ne sont pas des bêtes bio. C'est tout le broyat et les restes, les soies de porc, les plumes de poule, et ainsi de suite qu'on balance, qui contiennent beaucoup d'azote. Et du coup, ces bêtes ont été produites dans des systèmes conventionnels qui ont pu produire en masse de la viande au point de la fabriquer en engrais parce qu'on utilise de l'azote minéral pour faire pousser du maïs ou du soja OGM qui vient de l'autre bout du monde. Et donc en fait, les engrais organiques, c'est souvent ce que je dis de l'azote blanchi en fait. C'est de l'azote conventionnel qui est blanchi sous la forme d'un déchet. Donc ça n'a pas trop de sens
à long terme dans l'idée d'une bio qui se voudrait holistique et globale, avec une vision globale des systèmes, quoi. Donc on a tout intérêt à soigner l'humus. Donc là, l'humus, tout ce qui est noir dans le sol n'est pas forcément humus intéressant pour la plante. Parce que la matière organique, quand elle se transforme, le carbone, ce schéma-là, c'est un schéma pris dans le Solner, notre cher ami Dominique. Et du coup, ce schéma, il montre la fabrication d'un humus qui serait d'une qualité intéressante pour les légumes. C'est pour ça que j'ai pris ce schéma-là, quoi. Je vais essayer de l'expliquer un petit peu pour comprendre le sens. Je ne rentrerai pas dans le détail parce que je n'en suis pas capable, au niveau des acides humiques, fluviques et compagnie, je ne sais pas faire trop la différence. Mais ce que j'ai compris, moi, dans ce schéma, c'est que quand on prend une matière organique, en fait, entre le moment où elle est simplement matière organique et le moment où elle devient ce colloïde qui est l'humus, elle passe par un ensemble de transformations. Et pour qu'elle arrive à devenir ce qu'on a en bas de l'humine d'insolubilisation et de l'humine microbienne, donc l'humus que l'on recherche pour la fertilité d'un jardin, il faut qu'au départ, elle soit suffisamment pourvue en sucre type lignine, en sucre cellulose type énergétique et en protéines. Parce que les lignines vont permettre de former ces humines d'insolubilisation, mais pour arriver à cet état d'humine d'insolubilisation, il va falloir nourrir tout l'appareil biologique. Et pour ça, il va lui falloir des sucres qui apportent de l'énergie et des protéines. Si, au départ, on n'a que de la lignine, en fait, et qu'on n'a pas assez de protéines et pas assez de sucre, on va créer des fins en azote et on va interrompre la transformation des matières organiques. Elles vont se retrouver bloquées à un moment donné, et ces matières organiques, en fait, qui vont être bloquées, peuvent arriver à être des humines résiduelles, ou humines d'héritage, c'est-à-dire des particules carbonées qui ne vont pas pouvoir être minéralisées pour donner à manger aux plantes. Donc nous, ce qu'il nous faut privilégier, c'est les humines d'insolubilisation et les humines microbiennes, parce qu'en fait, ces parties-là, tout le triangle, vous voyez, il y a ce qu'on appelle un M2, une minéralisation secondaire. Ça peut se retransformer en minéraux pour nourrir la plante. Donc c'est une manière que la nature a mis en place dans nos systèmes pour stocker l'énergie dans le sol et qu'elle ne se perde pas avec les pluies et que la plante puisse venir le rechercher à ses besoins. Donc, si je ne mets pas les bonnes matières au départ, et si je les fais évoluer dans des conditions de milieu qui ne sont pas favorables à l'activité biologique, donc qui vont être un excès de calcium, donc si j'ai un excès de calcium, mes acides humiques vont se gainer de calcium, ils vont être bloqués, ils ne vont plus pouvoir être attaqués par la matière organique, donc ils sont plus intéressants pour la plante. Si j'ai un endroit qui est hydromorphe, qui est saturé en eau, en fait, l'activité biologique ne va pas être suffisante et je vais produire des formes organiques qui ne seront pas digestibles par les plantes. Et si au départ j'ai des plantes à tanin ou des plantes à résine ou à matière active qui tuent la vie du sol, en fait, elles ne vont pas réussir à se dégrader et ça va finir en humine d'héritage, donc en choses qui ne sont pas bonnes. C'est ce que aussi dans la méthode Hérodi, on appelle les nini, ni fermenticibles, ni assimilables, qui sont un poids pour le sol. À un moment donné, si je mets trop de ces matières dans le sol, si j'en mets beaucoup trop, ce qui va se passer, c'est que dès qu'il va y avoir des sucres et des protéines disponibles dans le sol, au lieu qu'il y ait une minéralisation primaire, vous voyez le M1 qui bénéficie à la plante, ça va être utilisé par les organismes du sol qui vont venir déverrouiller ça pour essayer de l'amener à une humine d'insolubilisation, une humine microbienne, pour que ça puisse faire ce cycle. En fait, que ça puisse revenir à la plante, revenir dans l'air et re-rentrer dans le sol, quoi, à nouveau, pour que le turnover du carbone puisse se faire. Dans le cas des humines d'héritage, en fait, le turnover, il est bloqué. Le carbone se retrouve et s'accumule dans le sol. C'est le cas des tourbières. Les tourbières, on a des productions de speigne qui sont pauvres en azote, parce que le milieu est pauvre en azote, et tout ça, c'est fait dans un milieu hydromorphe et froid. Donc la matière organique s'accumule en surface, et en fait, elle est bloquée. Et donc on peut se retrouver avec, donc dans les steppes,
c'est un milieu sec, le facteur limitant c'est l'eau en fait, le carbone se retrouve bloqué. On retrouve des carbones qui quand on les date au carbone 14, en fait, ils ont 3000 ans. Et donc un turnover de 3000 ans pour faire de la carotte ou de la salade, c'est long. C'est très très long. Nous, il nous faut des turnovers rapides, de quelques années à quelques mois, voire à quelques jours pour des matières très fermentescibles. Donc il faut travailler sur le turnover. L'humide microbienne, parenthèse, c'est de très bonne qualité, ce sont les cadavres des micro-organismes qui ont participé à la dégradation. Donc l'énergie qu'ils ont immobilisée, les protéines et les sucres qu'ils ont immobilisés pour transformer cette matière organique en humide d'insolulisation, en fait, on les retrouve dans l'humide microbienne qui va se libérer tout doucement. Donc ça amène à une deuxième vision de la nutrition de la plante. Donc une plante cultivée a besoin d'avoir d'humus qui a un turnover rapide parce que nos plantes cultivées, et surtout les légumes, ont des besoins importants en nutriments parce qu'ils ont été amenés à faire des organes hypertrophiés et rapides. Ils produisent beaucoup de biomasse en peu de temps. Et qu'en plus, ils ont des systèmes racinaires qui sont petits, donc leur zone d'exploitation est faible. Même avec la toile mycorhizienne, leur zone d'exploitation est faible. Donc il faut leur mettre à côté beaucoup de nutriments qui sont accessibles à eux par la minéralisation primaire et par la minéralisation secondaire. La minéralisation secondaire, elle sous-entend une autre chose importante à mon sens à retenir, c'est que la plante, elle conditionne, c'est elle qui contrôle, la plante, c'est elle qui contrôle son alimentation dans un système sain. Il y a deux outils que la plante va utiliser pour attraper ces nutriments. Un des outils, c'est l'outil qui est utilisé en hydroponique et en agriculture chimique. C'est l'outil qu'on m'apprenait quand j'étais à l'école agricole, ou le peu de temps que j'y suis resté. C'est l'osmose. Et du coup, l'osmose en chimie, c'est entre deux milieux de concentration minérale différente. Si je mets une paroi, en fait, il y a un transfert des minéraux de la paroi, de la zone à forte concentration vers la zone à faible concentration pour arriver à un équilibre. C'est ça l'osmose. Et du coup, quand vous plantez une racine dans une solution qui est remplie de nutriments, donc la solution du sol, en fait, la paroi et la membrane de la racine va être en fait cette paroi. Donc la racine a tendance à amener les nutriments vers les feuilles qui les consomment et stabilisent. Donc elle a tendance toujours à diminuer la salinité de sa sève, puisqu'elle la consomme. Et la concentration des minéraux dans la paroi, non, j'y perds mon latin. Oui, et du coup, la concentration, l'excès de concentration dans la solution du sol bascule par osmose dans la sève qui cesse de se vider. En hydroponique, c'est ce qu'on utilise. On prend une solution nutritive qu'on remplit en nutriments à la limite de la toxicité. Et du coup, la plante, qui est toujours en situation d'infériorité en concentration dans sa solution, absorbe à l'excès des nutriments, ce qui dope la photosynthèse et qui permet d'arriver à de grands rendements. C'est un des outils qui est utilisé en hydroponique pour pouvoir augmenter les plantes. Le problème de cette alimentation, c'est que la plante ne choisit pas ses nutriments. Elle les prend en fonction de ce qu'elle a à côté d'elle et ils rentrent en elle en force. Et du coup, si elle n'est pas capable, d'accord, si elle n'est pas capable, il faut que j'y aille, hein, mes enfants m'appellent, si elle n'est pas capable de, si elle n'est pas capable de tenir son micro, j'ai perdu le micro, ça te va? Donc, si la plante n'est pas capable de réguler son flux de nutriments, en fait, elle va amorcer la production de protéines, par exemple, avec l'azote, parce qu'elle a plein de nutriments qui arrivent, mais en fait, elle ne les voulait pas vraiment, et les conditions climatiques ne sont pas favorables pour que la photosynthèse se fasse bien. Et du coup, à un moment donné, elle se retrouve avec plein d'acides aminés, libres comme ça, qui finissent pas leur protéogénèse, je crois qu'on appelle ça, et du coup, à un moment donné, ces acides aminés, ils sont là, dans la sève, et ça, les pucerons, ils adorent. Ils adorent ces acides aminés libres. Et ils déboulent
et ils viennent en fait vider la plante de cet excès d'acides aminés. Donc une alimentation qui est axée que sur l'engrais et plus ils sont solubles en fait, chante le cortège microbien et du coup fait que la plante, certes, elle croît bien, mais elle croît bien si elle est dans des milieux hyper contrôlés. Donc une serre ou un milieu où on a la pompe à d'eau, on n'hésite pas à tuer le puceron, à balancer dessus. Et là, on a des rendements énormes, mais avec des plantes qui, en fait, ont des molécules en elles qui ne sont pas vraiment finies, et du coup, d'une digestibilité limite. C'est-à-dire que moi, je préférerais bouffer des protéines que bouffer des acides aminés à droite à gauche dans une plante. Même si mon épinard, il est énorme, et encore moins, ce que j'aimerais manger, c'est des nitrates ou des nitrites. Parce que ça fait des trous dans l'estomac, quoi. Encore l'acide aminé, je vais réussir à en faire quelque chose. Mais si ma plante, en fait, elle est gavée de nitrates, ou pire, de nitrites, parce qu'on a mal géré l'aération du sol et qu'on a bloqué le passage du nitrite au nitrate, et bien là, j'ai une plante qui est toxique. Et ça, en bio, on peut le faire. On peut fabriquer un épinard gavé de nitrates, et ou pire, avec des nitrites à l'intérieur. Et en MSV, en maréchage Olivon, on peut le faire aussi. On peut gaver une plante de nitrate et de nitrite. Si on gère mal l'introduction de la matière organique et qu'on ne réfléchit pas à quelle matière organique on met, à quel moment, dans quel type de sol, comment elle fermente, comment on prépare le sol. L'autre outil, un outil qui certes consomme de l'énergie, c'est le cortège microbien. On appelle ça aussi le manchon microbien. On le voit bien là sur ce plant de maïs. Vous voyez un peu les particules de terre qui se sont agglomérées sur la radicelle, en fait. Vous avez déjà arraché des graminées dans un champ ou dans le jardin, et quand vous faites comme ça, en fait, à un moment donné, la terre, elle ne part plus. Elle est collée dessus. C'est parce qu'en fait, la plante excrète des sucres subtils qui vont nourrir une certaine catégorie de bactéries et de champignons qui, eux, vont aller chercher les aliments qu'elle a besoin, au moment où elle en a besoin, en fonction de sa taille physiologique, mais aussi du climat, de sa génétique. Enfin, elle va adapter son alimentation, quoi, en fait. Et du coup, en fait, si les particules restent, c'est tous ces sucres que la plante balance qui servent en même temps de colle et qui agglomèrent toutes les particules fines. Le petit inconvénient de cet outil-là, quand on est uniquement dans l'idée du rendement, c'est que la plante peut excréter jusqu'à 40% de sa production de sucre pour nourrir toutes ces petites bestioles. Entre 10 et 40% suivant l'état du sol. Donc ça veut dire qu'elle perd 10 à 40% de son rendement qu'elle aurait pu utiliser pour produire des feuilles, des tomates et autre chose. Donc on comprend bien que dans un système hydroponique où en fait on a chaîné toute la chaîne microbienne, puisqu'on n'est que dans de l'osmose, en fait on gagne en rendement puisque ces sucres basculent à l'intérieur de notre truc. Mais on déséquilibre la plante et la santé, la qualité des aliments ne sera jamais équivalente à une plante qui orchestre son alimentation. Parce qu'elle va, en fonction de ses besoins, la plante, elle va produire un ensemble de sucres subtils qui sont l'équivalent de nectar. Les sucres qu'elle excrète, ce n'est pas de la grosse molécule qu'elle balance du genre de la lignine ou un truc comme ça. C'est des petites molécules super fines qui sont équivalentes aux molécules qui vont attirer les insectes et qu'on appelle aussi les nectars et les parfums que l'on sent, ou les couleurs, ou les sucres subtils. Et du coup, à un moment donné, elle va se dire, oh, là, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais parce que je ne sais pas trop en détail ce qu'elle se dit, mais je me l'imagine. Elle va se dire, voilà, j'aimerais bien un peu de phosphore. Et tac, elle balance certains sucres et elle active les champignons qui vont aller chercher du phosphore. Et donc, elle n'arrête pas de communiquer constamment avec cette rhizosphère. Une alimentation qui est assise sur son cortège microbien produit des plantes de meilleure qualité qui produiront à la fois des aliments plus sains pour nous et en même temps qui seront moins sujettes aux agressions de la nature. Elle sera beaucoup plus résiliente. Donc, quand on travaille un sol, l'idée qu'il faut se faire, c'est qu'il faut créer les conditions optimales pour que ce cortège microbien puisse s'exercer au mieux. Et c'est ça que je vais essayer de voir avec vous maintenant, comment on arrive à créer ces conditions de milieu dans lesquelles c'est la plante qui pilote son alimentation.
d'après ce qu'on a cru comprendre, en sachant que c'est loin d'être con une plante. Même si on la piétine tous les jours, ça en a derrière la cornette, quoi. C'est là depuis un petit moment sur Terre. Il me semble que c'est dans les premiers à être là, donc forcément, elle est vachement adaptée au milieu, quoi. Alors, vous voyez, déjà, elle était capable de communiquer entre elles par l'utilisation des racines, mais en plus, elle communique avec le monde microbien qui l'environne, quoi. Donc, elle est un peu comme moi. Elle est assez bavarde. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de comprendre quels vont être les piliers d'une fertilité qui est assise sur la production d'humus qui va minéraliser assez rapidement, mais aussi stabiliser les nutriments et fabriquer du sol. Donc, pour moi, il y a 2 piliers pour fabriquer cet humus. Le premier pilier, c'est la plante elle-même. Donc, la plante elle-même, c'est l'engrais vert. L'outil que l'agriculture utilise pour pouvoir produire de la fertilité et produire de l'humus en utilisant de la plante, c'est ce qu'on appelle l'engrais vert. Donc l'engrais vert, c'est une plante que l'on va produire à un moment donné et que l'on va restituer en totalité au sol. Elle ne va pas être d'exportation. Donc dans le jargon, on dit les plantes de couverture et les plantes de vente, ou les plantes vivrières, quoi. C'est comme ça qu'on le dissocie. Donc dans l'assolement, il faut qu'il y ait toujours un équilibre entre les plantes de vente, qui sont à faible production d'humus et surtout à consommation d'humus, et les plantes de couverture qui vont apporter cet équilibre pour reconstruire l'humus, voire le bonifier, voire l'accroître, suivant l'art qu'on a de bien gérer cette biomasse. Donc on produit du végétal avec du végétal, contrairement à la vieille méthode qui était on produit végétal en introduisant du minéral, qui est tiré souvent d'extraction très loin du lieu de production et qui, d'un point de vue économique, entraîne ce que je disais, un lien à l'industrie, la capitalisation de biens, des guerres et tout le reste. Alors que là, avec la plante, je produis in situ ma fertilité. Donc on va essayer d'aller vers ce qu'on appelle le volant d'autofertilité. Quel bouton? Celui-là? Raté. Celui-là. Et du coup, c'est ce que je venais de dire. Donc là, c'est une représentation schématique de la création d'un sol. Et on voit que le sol se crée par la plante et le passage de la plante à l'intérieur du sol sous forme de cadavre. Et donc les sols s'épaississent. Et au fur et à mesure que les sols s'épaississent, les matières organiques se transforment, vont de plus en plus vers ces humus stables qui créent le complexe argilo-humique et la croissance végétale augmente. Entre le lichen que vous avez sur un caillou et les belles forêts que vous avez ici, ah ben oui, il pleut, et les belles forêts que vous avez ici avec des fûts élevés et tout le reste, et bien ce qui a permis de passer du lichen à ces belles forêts, c'est la magie de la plante. Et elle produit un milieu dans lequel elle exprime de plus en plus ce qu'elle peut être. Et la plante, quand vous l'observez, c'est une seule chose la plante. Et entre le lichen et un séquoia, c'est quasiment le même principe, c'est la même chose en fait. Mais elle a une capacité à créer des formes, des odeurs, des couleurs, à créer des matières premières. C'est une source prodigieuse de richesse, la plante. C'est la source de richesse dans le monde du vivant. Sans plante, il n'y a rien sur Terre. C'est la plante qui a transformé le monde et l'a amené à être si fécond à toutes les autres espèces. La plante, elle a produit les sols et elle a transformé l'atmosphère au point que d'une teneur en CO2 de dingue équivalent à Mars, on se retrouve avec à peine un peu de CO2, tout juste agréable pour qu'on puisse respirer, avec l'oxygène qui bonifie tous les êtres aérobiques, et on en fait partie, une alimentation hyper goûteuse, des matériaux pour tout faire à l'intérieur. Et en plus, ce qu'elle a de magique, c'est qu'elle va climatiser cette sphère. C'est-à-dire, si vous allez dans le désert, un endroit où il n'y a plus de plantes, vous avez des écarts de température dans le désert de Gobi en climat continental qui passent, je crois, de, je ne sais plus combien, moins 50 ou moins 60 à plus 40. Vous avez un écart de température de malade.
Si vous vous retrouvez en zone équatoriale, avec des plantes à tour de bras, et donc on a des déserts équivalents sur la même latitude. Le désert de Gobi, c'est un mauvais exemple, mais si vous prenez le Sahara, vous avez des zones tropicales où il y a de la plante, et vous vous retrouvez avec des températures qui restent quasiment constantes et une humidité qui est quasiment constante. Parce que la plante va aussi agir sur l'atmosphère. D'où l'idée de l'agroforesterie qui climatise le lieu. Parce que c'est le changement d'état de l'eau qui fait que l'atmosphère change. Quand l'eau s'évapore, elle absorbe de la chaleur. Quand l'eau condense, elle dégage de la chaleur. Et du coup, ça se fait rien qu'avec la pluie qui tombe, là, mais ça se fait aussi par l'évapotranspiration de la plante. Donc du coup, cette plante, elle va permettre de créer des sols dont... Non, je me trompe à chaque fois. Merde, si c'est ça. Des sols qui doivent avoir normalement en composition volumique idéale d'un sol. C'est important d'avoir ça en tête pour montrer que en fait, la fraction poreuse, donc qui va être tantôt avec des gaz, tantôt avec de l'eau, en fait, représente en volume la moitié de la fraction du sol. C'est-à-dire qu'un sol propice au développement des systèmes racinaires et à la création d'humus dans lequel les plantes de jardin vont pouvoir se développer, c'est un sol qui doit avoir 50% d'air à l'intérieur. Il y a, je ne sais pas combien, il doit y avoir, on va dire, 45% de fraction minérale, donc argile, limon, sable, gravier, et je ne sais pas combien, 5% de la fraction organique à l'intérieur, peut-être, grosso modo par rapport à ce schéma. Donc quand vous arrivez dans un jardin et qui ressemble à ça au niveau de la structure, c'est-à-dire que vous avez une grosse fraction minérale, eh bien, vous produirez jamais de la plante sophistiquée comme un légume, jamais. Du lichen, des mousses, des chiendons, des chardons, des liserons. Des plantes comme ça, elles vont apparaître dans des sols où la fraction gazeuse est faible. Donc un des éléments hyper importants à avoir en tête, c'est la porosité du sol. Donc je reviens à nos copains de l'hydroponie. J'utilise l'hydroponie parce qu'en fait, même si je ne cherche pas à cautionner l'hydroponie, mais il y a une connaissance de la physiologie de la plante qui est hyper importante et super technique, parce que sinon ils n'arriveraient pas à exprimer le potentiel génétique à ce point. Une tomate en Hollande, sous serre, en hydroponie, les rendements moyens, c'est 500 tonnes hectare. Donc 500 tonnes hectare, ça fait combien de kilos à l'hectare? Au mètre carré, 50. 50 kilos au mètre carré. Les records de la tomate en Hollande, c'est 1000 tonnes, 100 kilos au mètre carré. Un mec en bio, sous une serre de qualité, avec de la génétique performante, du greffé avec un hybride dessus, et avec une fertilisation de bonne qualité, enfin de bonne qualité, nutritive, pas forcément de bonne qualité au sens que je parlais, il va arriver à 100 tonnes hectare, donc 10 km². Les mecs, ils arrivent à 10 fois plus. Donc il faut bien entendre que ces mecs-là, même si on n'est pas adhérent à leur pratique, ils ont des connaissances certaines sur les besoins de la tomate. Et du coup, donc on avait vu en hydroponique, c'est mettre à la limite de l'intoxication la plante pour que l'osmose se fasse et qu'elle absorbe un maximum de nutriments, comme ça, elle devient obèse. L'autre élément sur lequel ils jouent, c'est sur la fraction gazeuse dans l'eau. Ils suraèrent leur substrat. C'est comme ça qu'ils arrivent à faire du rendement. Ça compte même plus que la fraction minérale dans la solution. C'est l'aération de l'air. Je discutais avec des mecs en hydroponique, ils nous disaient, ce qui nous fait péter les rendements, c'est parce qu'on maîtrise l'air du substrat. Il y a des systèmes avec de la salade où en fait c'est par aéroponie. Ils pulvérisent tous les je ne sais pas combien une solution nutritive sur la racine et la racine évolue dans de l'air hyper humide. Le substrat c'est de l'air hyper humide et ils ont des rendements énormes avec des croissances super rapides. Donc la porosité du sol, c'est l'autre élément majeur qu'il faut avoir en tête pour créer du sol vivant. La qualité de la fraction organique, une fraction minérale qui soit équilibrée,
c'est-à-dire il faut qu'il y ait du calcium, du potassium, de la phosphore et tout le reste. Et une porosité qui est super importante. Et cette porosité, elle est partagée avec l'air et l'eau. Donc la fraction liquide ne doit jamais occuper la totalité de la porosité. Parce que si la fraction liquide occupe la totalité de la porosité, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un phénomène d'asphyxie, donc plus d'air dans le sol. Plus d'air dans le sol, la rhizosphère, qui est aérobique, même si on lui balance du sucre, elle meurt. Et la plante ne se nourrit plus. Et en plus, ce qui se passe, c'est qu'on a deux grands axes de fermentation pour les matières organiques sur Terre. L'axe le plus utilisé sur Terre, c'est l'axe aérobique. Donc c'est celui qui respire de l'oxygène. Donc ça, c'est la production de ce fameux humus, qu'on appelle aussi un mule. Cet humus, à circulation rapide, en fait, il se fait grâce à l'air du sol. S'il n'y a pas d'air dans le sol, il ne peut pas se produire. Et du coup, l'autre axe, c'est la vase, ou l'axe des marées. Là. Et du coup, c'est des axes qui se font par des organismes anaérobiques. Le digestat de quelque chose d'aérobique et le digestat de quelque chose d'anaérobique, ce sont deux produits complètement différents. Si vous prenez le digestat d'un méthaniseur, Bourguignon, il vous dit qu'il ne faut jamais épandre ça sur les sols. Parce que ce digestat, non seulement il a produit des substances sulfurées, des substances qui vont être toxiques aux plantes cultivées, mais en plus, il contient en lui-même un cortège de microbes qui en fait sont antagonistes avec la rhizosphère. Donc il va y avoir une concurrence qui va se créer avec la rhizosphère. Du coup, si moi, à un moment donné, mes liquides encombrent toute la porosité, je vais asphyxier le sol et mes matières organiques, et surtout si je suis en MSV où je n'ai pas été économe en intrants de matière organique, que j'en ai apporté beaucoup, en fait, eh bien, cette matière organique, elle va se transformer en vinaigre. Pof! Elle va se remplir de trucs sulfurés, elle va se gaver d'organismes anaérobiques qui ne sont pas loin. Les organismes anaérobiques qui sont juste un peu en profondeur sur la roche-mère. C'est souvent ceux qui sont lithosphériques, ils attaquent la lithosphère. Et du coup, eux, ils sont dessous, mais comme il y a de l'air, ils ne remontent pas. Et tout va bien, en fait, ils font leur boulot en profondeur, il n'y a pas de souci pour la plante. Si vous asphyxiez la partie au-dessus, eh bien, de suite, ils remontent et ils contaminent. Et le microbe, une gangrène, quelqu'un qui a une gangrène, c'est une attaque microbienne. Le mec, on lui coupe la jambe en quelques heures. Si on ne lui coupe pas la jambe en quelques heures, à ce qui paraît, moi je n'ai jamais vu, mais soi-disant la gangrène, vous avez l'orteil qui est pourri. Vous dites ça va, quoi, j'ai l'orteil pourri, je vais m'en sortir. C'est pas la première fois que j'ai l'orteil pourri. Non, non, tu n'en sors pas. Quand la gangrène est si fou, ça remonte jusqu'à vous faites une septicémie en l'espace de quelques heures. C'est pour ça que les mecs, ils amputent joyeusement. Quoi. Et du coup, c'est pareil pour les micro-organismes du sol. C'est ni plus ni moins que des micro-organismes. N'importe quel micro-organisme, comme ce sont des êtres qui se multiplient, pas par sexualité, mais par division, en fait, il y a ce phénomène exponentiel qu'en quelques heures, si les conditions correspondent à l'espèce, il prolifère, mais à fond. Quoi. Donc si moi j'asphyxie mon sol quelques heures, ben, en quelques heures, ils vont proliférer, si les conditions vont bien, si la température va bien. Alors si c'est quelques semaines ou quelques mois, je ne vous raconte pas les dégâts dans le sol. Quoi. Surtout si j'ai bombardé en matière organique dessus. Alors là, ils ont l'eau en excès, la matière organique pour bouffer, tantiner qu'il y ait un peu de chaleur qui leur plaise. Et cette matière organique, elle est finie. Pourquoi? Moi, je suis une génération d'agriculteurs biologistes, de ma génération, enfin, ceux qui m'enseignaient. Pour eux, le compost, c'était c'était la clé de la fertilité, première chose. Et ensuite, on passait des heures à parler de compost, entre nous. Et alors, tu le fais comment, le compost? Toi, et tu mets quoi à l'intérieur? Et tu donnes quelle forme? Alors, plus ils avaient fumé de pétard, plus ils avaient des formes hallucinantes. Quoi, ça finissait en cône, en machin, en bidule. Je me disais, les mecs, faut arrêter peut-être. Avec le compost, mais c'était vraiment le truc. Alors, tu en mets combien, à quel moment? Tu mets quoi? De la vache, de la brebis? Alors, la vache, c'est l'élément eau, la brebis, c'est plutôt un élément air, tu vois, la chèvre plutôt feu avec le cheval, et du coup, j'ajuste avec mes sols. Donc, il y avait vraiment, et elle y est toujours, elle est intelligente, cette science. Et du coup, j'utilisais ce compost parce que je voulais apporter dans mon sol des nutriments qui fassent exploser la vie du sol. Et du coup,
Aujourd'hui, c'est un peu tombé désuet tout ça. C'est vrai qu'on est plus dans une vision très rationalisante, a priori, qui utilise les concepts de l'agriculture chimique et qui mettent des produits bio, quoi. Mais il n'y a plus cette vision de la vie du sol importante. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Rush. Rush, c'est un des pères de l'agriculture biologique. Donc c'est dommage qu'on n'en parle plus, quoi. Rush, c'est un mec qui était d'avant-guerre et d'après-guerre. Donc c'est un microbiologiste qui a mis en évidence... Il a écrit un bouquin qui s'appelle « La fécondité du sol » et une approche de la fertilité des sols par l'étude des familles microbiennes. Et du coup, en utilisant les grandes familles microbiennes qu'on trouve dans le sol, il définissait si le sol, oui ou non, n'était pas fertile. Et il mettait l'accent sur les composts, et des composts qui cultivent les mêmes familles que celles qu'on veut avoir. Donc c'est les familles lactiques, qui sont très proches des familles de nos intestins, qui vivent dans le sol. Et du coup, ces familles-là, en fait, elles favorisent la production de plantes en bonne santé. Mais pour les avoir, il faut mettre un bon compost et créer des conditions de milieu dans lesquelles elles vivent bien. À tel point qu'il y avait des mecs comme André, je ne sais plus comment il s'appelle, André Gire, je crois, qui avait écrit un bouquin qui s'appelait « L'agriculture de la fermentation » pour parler d'agriculture biologique. Donc c'était vraiment l'art de mettre en fermentation le sol. Tu vois, comme un brassier va être capable de faire une bonne bière parce qu'il maîtrise l'art de la fermentation. Comme un fromager, il est capable de faire du bon fromage parce qu'il maîtrise la fermentation. Moi, on me donne le meilleur lait du monde et on me dit « Lolo, fais un fromage », eh bien, je te dis que le fromage, tu vas le jeter à la poubelle, quoi. Parce que je serais incapable de gérer la fermentation, quoi. Et pareil pour la bière et pareil pour le pinard, quoi. Et du coup, nous, on travaille comme un vigneron, comme un fromager, comme un boulanger. On travaille sur un putain de morceau de pain ou une putain de cuve à vin qui peut faire des hectares. Et donc, si je ne maîtrise pas les conditions de milieu, les intrants, les températures et tout le reste, ça part au carton, quoi. J'ai du vinaigre à la fin et je ne reviens pas en arrière. Alors ça, c'est ce que moi je pense. Maintenant, c'est à vérifier. Je pense qu'une matière organique a été altérée par une mauvaise fermentation. Elle ne peut pas revenir dans un état sain si elle ne repasse pas par la plante. Donc il va falloir que tant bien que mal elle se dégrade, qu'elle finisse à libérer ses minéraux, qu'elle revienne dans une plante et que quand elle retombe sur le sol, elle soit reprise en charge par des formes microbiennes qui la ramènent à être un bon humus. Je pense maintenant, ça vérifier. C'est fort probable qu'en fait, il y ait beaucoup de phases qui soient irréversibles. Donc il ne faut pas faire le con. Et ça, moi j'ai travaillé le sol à une époque et on fait très vite le con quand on travaille le sol. Et on le paye cher. Si on fait une semaine de labour, qu'on pète la structure, qu'on asphyxie, c'est rumex qui déboule, chardon, liseron et pas de récolte. Alors qu'au départ, on avait un sol qui potentiellement était fertile.